C'est dans l'air du temps, vivre plus longtemps, et certains vont même encore plus loin, ils en sont convaincus. L'immortalité est à portée d'homme, un fantasme qui séduit des milliardaires qui n'hésitent pas à investir des sommes colossales dans des projets fous. NBIC. Qu'est-ce que c'est? C'est la synergie des nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives. Concrètement, les premiers résultats des NBIC, c'est le cœur artificiel, greffé il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé, ou les prothèses bioniques. C'est beaucoup, mais ce ne serait que le début de la révolution, Xavier. Demain, alors qu'est-ce qu'on va faire demain? On va modifier l'ADN pour éviter les maladies. On commandera de nouveaux organes à la demande. Et c'est en tout cas la version de scientifiques très optimistes qui vont jusqu'à dire que les enfants nés aujourd'hui profiteront d'une accumulation de progrès majeurs qui pourrait les faire vivre jusqu'à, accrochez-vous, 1000 ans. 1000 ans. Oui, c'est ce qu'ils disent. Il y a très très longtemps, un homme des cavernes a ramassé un bâton qui traînait par terre. Avec ce bâton, il pouvait frapper plus fort et plus loin. Il venait ainsi, sans le savoir, de devenir le premier humain augmenté de l'histoire. Et depuis ce jour, nous n'avons cessé d'inventer de nouvelles prothèses. Des prothèses de jambes pour nous déplacer beaucoup plus vite. Des prothèses de mémoire pour stocker une quantité d'informations quasi illimitée. Mais attendez, j'en ai une meilleure. Avec cette prothèse-là, ma voix porte tellement loin qu'on peut m'entendre jusqu'à l'autre bout du monde. Incroyable. Bon, là je vous ai parlé du passé. À présent, parlons de l'avenir. Si nous continuons à nous augmenter, où est-ce que cela nous amène? Eh bien, cela pourrait nous amener à ce que certains appellent le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'idée que nous pouvons dépasser nos limitations biologiques avec la technologie. Bon, tout d'abord, commençons avec un truc simple, le contrôle par la pensée. Dans cette expérience de l'université de Stanford, on voit une personne entièrement paralysée. Mais, grâce à un dispositif, elle parvient à contrôler un curseur de souris sur un ordinateur, par la seule force de sa pensée. Elle peut ainsi taper du texte et donc communiquer. Alors bien sûr, c'est encore à un stade un petit peu rudimentaire, mais si cette technologie progresse, on peut imaginer un nombre incroyable d'applications. Par exemple, je fais le pari que les jeux vidéo du futur se joueront entièrement par la pensée. On pourra peut-être même taper du texte directement par la pensée, simplement en pensant à une phrase, voire même, pourquoi pas, communiquer directement par la pensée. Et là encore, des chercheurs ont déjà réussi à le faire de façon rudimentaire. Alors, est-ce que le transhumanisme nous emmène vers l'homme parfait, vers une perfection statique et figée? Je ne pense pas. Je pense au contraire que le monde va devenir de plus en plus complexe et vertigineux. Mais cela dépend également de nous et des choix que nous faisons au quotidien. Parce que cette idée d'une perfection glaçante qui nous fait peur, d'une certaine manière, c'est nous qui la créons. D'un côté, elle nous effraie, mais en même temps, une partie de nous l'idéalise. Et les futures évolutions technologiques seront à l'image de ce que nous désirons aujourd'hui. On pourrait, par exemple, désirer avoir une montre de luxe d'une certaine marque, afin de réussir sa vie avant 50 ans. Mais nous pouvons aussi vouloir d'autres choses. D'une certaine manière, nous aurons l'humain augmenté que nous méritons. Alors, réfléchissons bien à ce que nous idéalisons, à ce que nous désirons, à ce que nous valorisons socialement. Parce que c'est cela qui, dès aujourd'hui, détermine le monde de demain. On va peut-être vivre plus longtemps, oui, savoir. C'est vrai que prolonger la vie, vivre le plus longtemps possible, c'est un champ de recherche qui passionne les scientifiques du monde entier. Il faut même savoir que des géants du web comme Google ont investi des fonds astronomiques pour essayer de nous permettre de vivre plus longtemps. Leur objectif, percer les secrets du vieillissement et pourquoi pas trouver les clés de l'immortalité. Et oui, on parle à nouveau, mais il parle à nouveau du fantasme de l'immortalité. Nous sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique, mais aussi philosophique, liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant, les biotechnologies, et notamment la génétique, avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et puis les sciences du cerveau. Et nous allons effectivement vers une neurorévolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent.
I think gene editing may have unintended consequences, so this is uncharted water and it has to be taken seriously. You know, this issue of gene editing is serious because it has ethical, social and safety issues in it. It cannot be just done without clear guidelines, standards that cover all the ethical, social and safety issues. Une question qui travaille sur des projets d'immortalité. Alors, ça vient de Google. Google, on connaît tous, qui a créé la filiale Calico qui s'attaque au vieillissement à des laboratoires chinois. Il y a aussi, très actif, le milliardaire russe Dmitry Itskov, c'est lui. Il est obsédé par l'immortalité. Il a recruté des scientifiques brillants pour créer d'ici 2045 un avatar, c'est-à-dire implanter la copie d'un cerveau humain dans un corps robotisé. Pour l'instant, ces équipes, comme ce professeur japonais, planchent, vous le voyez, sur le corps robotisé, très ressemblant. À droite, c'est l'original. À gauche, la réplique Android. On est d'accord. C'est un peu la baguette magique qui permet à l'humanité de modifier ses propres gènes à volonté. Et c'est, David, absolument vertigineux. L'espoir, guérir les maladies génétiques de ces corps humains, le cancer, le sida, Alzheimer, rendre les humains finalement plus forts, plus résistants, rallonger la vie, rien que ça. Et quand on dit ça, on dit on peut tout faire. C'est justement ça qui est un peu fascinant avec CRISPR. S'il y a une mutation d'un gène, grâce à CRISPR, on pourrait intervenir sur la structure de l'ADN et modifier la séquence du gène où il y a la mutation pour rétablir une séquence normale et donc supprimer la cause de la maladie. Cet outil dont je parle, il permet d'agir sur toutes les cellules du vivant, en toutes les espèces. Aussi chez les plantes. Donc les possibilités sont extraordinaires, sont fascinantes. Le transhumanisme, c'est la rencontre à la fois de capacités technologiques extraordinaires apportées dans la période très récente, avec une espèce d'infantilisme primaire, archaïque, qui existe depuis le début des temps et qui, jusque-là, n'était que du rêve. Alors ce qu'ils nous promettent, c'est un peu la fusion. C'est un homme qui serait tellement équipé de dispositifs mécaniques que ça devient un cyborg. Un mélange à la fois du biologique et du mécanique. Et c'est un homme qui aurait des capteurs partout, qui aurait des capacités extraordinaires, qui serait beaucoup plus intelligent parce qu'il serait en connexion directe avec l'intelligence artificielle. C'est la mort de l'humanisme. Ça pourrait être le soldat de demain. Bon, on en est encore loin, mais le comité d'éthique du ministère de la Défense a donné en décembre dernier son feu vert à la recherche sur le soldat augmenté. C'est-à-dire un combattant aux ressources physiques et cognitives transformées par la technologie permettant d'accomplir des performances améliorées. Mais pour de nombreux philosophes, cet avis du comité d'éthique est injustifiable. Alors qu'est-ce qui pose problème exactement? Disons pas non aux soldats augmentés, mais nous en choisissons les modalités. Nous rechercherons toujours des alternatives aux transformations invasives, c'est-à-dire des augmentations qui ne franchissent pas la barrière corporelle. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. En clair, le ministère de la Défense n'accepte que les augmentations non invasives, comme des exosquelettes permettant de porter des charges lourdes, des jumelles de vision nocturne ou des pointeurs laser pour améliorer les capacités de tir, ou encore des visières par éclat pour se protéger. Dans les faits, ce soldat-là a toujours existé avec les boucliers ou les armures servant à augmenter les capacités naturelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands ou britanniques étaient même drogués à la pervitine pour pouvoir résister à la fatigue ou à la peur. Aujourd'hui, seuls quelques types d'augmentations invasives existent dans l'armée française, comme la caféine, la vaccination ou les antidouleurs. Toutes les autres, comme l'implantation d'électrodes dans le cerveau pour améliorer les capacités cognitives, ou l'opération de la cornée pour accroître l'acuité visuelle, le ministère de la Défense dit non.
pour l'instant. Ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucides, car tout le monde n'a pas nos scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Le projet dans le fond, par exemple, de La République En Marche qui a proposé cette révision de loi bioéthique, c'est le transhumanisme? Oui. Vous dites que le projet de fond, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'il y a un grand projet de société, il y a un grand projet de civilisation qui n'est pas dit. Les communistes annonçaient, les nazis annonçaient, enfin quand il y avait des révolutions radicales, on disait voilà, on fait la révolution radicale pour ce genre de projet. Eh bien, en ce moment, tous les labos travaillent sur cette technique. Et les premiers résultats, on les voit notamment sur les animaux. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiens lévriers. Ils vont apparaître ici. Eh bien, à gauche, vous allez avoir la version classique du lévrier et à droite, la version modifiée pour avoir beaucoup plus de muscles. Vous allez voir un autre exemple avec ces vaches laitières. Eh bien, elles n'auront jamais de cornes. Leur génome a été modifié pour éviter qu'elles se blessent tout simplement dans l'étable. Ces souris qui apparaissent ici, elles avaient une maladie du foie incurable. Eh bien, une équipe américaine a réussi à les guérir grâce à CRISPR, des souris adultes. Ce moustique, il y a quelques mois, une équipe américaine a réussi à le rendre résistant au paludisme. C'est-à-dire qu'il ne transmet plus le parasite à l'homme. On pourrait donc peut-être éradiquer le paludisme dans les prochaines années. Bon, chaque fois qu'il y a des progrès scientifiques, toujours on dit ah, bon, on va jouer aux apprentis sorciers. Parce qu'on croit que dès qu'on a une manière d'agir, on va faire n'importe quoi. Bon, non, moi je ne crois pas que ce soit un problème d'apprentis sorciers. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, avec quels moyens et avec quelle finalité. Quand on est au niveau de l'être humain, il y a schématiquement deux types d'interventions possibles. Il y a un type d'intervention qui se ferait au niveau de cellules de notre corps qui sont anormales du fait d'une modification génique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique somatique. Ça permettrait de traiter des maladies qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être traitées, comme par exemple la drépanocytose, la thalassémie, qui sont des maladies sanguines extrêmement graves. Alors maintenant, l'autre niveau d'intervention, si on n'intervient pas sur un adulte comme vous ou moi ou sur un enfant, mais qu'on intervient sur un embryon. Non seulement vous allez modifier l'enfant à naître, mais cet enfant aura la modification dans ses propres cellules germinales, c'est-à-dire dans les spermatozoïdes, si c'est un garçon, ou dans les ovules, si c'est une fille, qu'il produira quand il sera adulte, et donc il transmettra lui-même la modification aux générations suivantes. Et donc là, on est face à une situation assez extraordinaire, c'est qu'on agit à un moment donné dans la création d'un individu, mais on agit aussi sur toutes les générations qui vont suivre cet individu. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie ou pas ». Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. Regardez quelqu'un comme Elon Musk, il dit très précisément ce qu'il veut. Le projet du capitalisme aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Et c'est un gouvernement planétaire. C'est pas moi qui suis dans ce genre de logique-là. Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle « Qui gouvernera le monde ?» et il pose effectivement la question de la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale plus le transhumanisme qui permet d'acheter des ventres, de louer des ventres, d'acheter du sperme, de louer des utérus, de faire de telle sorte que vous avez vu par exemple qu'entre fin juillet et début août, on a dit voilà, des enfants de 9 mois, pour des raisons psychosociales, si vous voulez, vous pouvez avorter. J'ai posé la question à des amis médecins, je dis mais ça se passe comment? Et l'enfant avorte, on fait une piqûre, on l'euthanasie. On ne peut pas mieux faire pour expliquer qu'on veut, philosophie, on appelle ça réifier les choses, c'est-à-dire transformer les gens en objets.
Je pense que le capitalisme veut transformer tout en objet, et qu'il y a aujourd'hui effectivement un capitalisme planétaire qui veut réifier la totalité de ce qui existe. Les transhumanismes ne s'embarrassent pas avec l'idée du collectif, de l'empathie, de la convivialité, du travailler ensemble, réfléchir ensemble. Ce qui est porté au pinacle, c'est le succès, c'est la compétition, c'est l'innovation, c'est-à-dire le fait de développer des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant et qui vont rapporter de l'argent. Donc les valeurs archaïques, c'est celles qui sont un peu timorées par rapport à ça, celles qui disent oui, mais qu'en est-il à ce moment-là de la morale, du rapport avec son prochain, du respect des autres, de l'identité humaine. Tout ça, c'est des idées qui sont complètement étrangères pour la bonne raison que les transhumanistes travaillent sur l'humain comme sur la paillasse, sur un individu isolé et à perfectionner, bien sûr. Alors, c'est pas seulement pour l'humain, c'est pour le vivant en général, mais on met le vivant hors du monde, hors de l'environnement, par exemple, hors de toute considération écologique. On place le vivant en dehors de tout ça. Donc, il n'y a plus les connexions pour ce qui est de l'humain, de l'homme à son environnement et des hommes entre eux pour faire collectivité, pour faire société. Ça n'intéresse pas les transhumanistes. Ils nient complètement ça comme étant une valeur et ils ne veulent voir que ce que la technique peut apporter à la machine humaine qu'on va disséquer, qu'on va modifier dans son génome, dans son cerveau. Mais c'est une machine isolée du monde. Les transhumanistes, on peut dire, dans la totalité des idéologies transhumanistes, parce qu'il y a des variantes entre les écoles transhumanistes, mais tous, ils sont d'accord pour dire que l'humain, c'est finalement pas grand-chose. Que l'humain, c'est un être vivant qui vaut pas beaucoup plus que tous les autres, voire pas plus du tout, et que si on se met pas, si on prend pas la résolution de renverser tout ce qui est vanté par les traditions, par la culture, comme étant l'humain un être quasi exceptionnel, au-dessus des autres. Si on ne prend pas la résolution de balayer tout ça, on n'avancera pas assez vite. Donc il faut montrer en quoi l'humain est faible, en quoi il court moins vite que des bêtes, il est moins intelligent que des machines, bref, il n'est pas grand-chose. Il faut absolument que cette idée-là pénètre tout le monde pour qu'on n'ait plus aucun scrupule à éliminer l'humain de l'humanité, finalement.